Bonjour, bienvenue à Ligne de vie, le balado des pros du monde de l'emploi. Je me présente Caroline. Je vous dirais que je suis une personne assez posée, passionnée par les histoires humaines. Et avec moi, les jasettes durent pas mal toujours plus longtemps que prévu. Et moi, c'est Élodie. J'aime beaucoup secouer les idées reçues, mais toujours avec un brin d'humour. Puis je vous invite à des échanges vrais, mais sans détour. Ligne de vie, c'est la référence, en fait, pour les intervenants qui gravitent dans le monde de l'emploi, pour les gens qui ont à accompagner des personnes en démarche vers l'emploi. Donc, à travers les différents épisodes, on vous donne des outils, on vous aide à mieux accompagner ces personnes-là sur le plan socio-professionnel. C'est un balado qui est, en fait, présenté par l'organisme Alliance Carrière-Travail, pour lequel nous sommes toutes les deux à l'œuvre depuis quelques années déjà. On est très contente, en fait, de vous présenter ce nouveau balado. Et comme je vous disais, à chaque épisode, on va parler de différents sujets en jeu hyper intéressants. Et pour cette première émission de notre première saison, on recevait Wassila Cherif-Touil qui venait nous parler des obstacles invisibles à l'emploi. Oui, puis moi, honnêtement, tu sais, Wassila, c'est une de nos collègues, donc on la connaît quand même bien, mais j'ai appris vraiment à connaître l'humain derrière la personne que je côtoie tous les jours, que je croise au bureau. J'ai découvert vraiment chez elle un grand cœur, un dévouement total pour les participants qu'elle accompagne. Je retiens vraiment le mot engagement. J'ai senti chez elle une espèce de sentiment de responsabilité. Tu sais, quand elle reçoit quelqu'un dans son bureau, elle s'assure vraiment de faire tout ce qu'elle peut pour accompagner cette personne-là jusqu'au bout du processus. Moi, ça m'a énormément inspirée. Tellement, et au-delà de ce bel être humain à quel on est allé à la rencontre de, j'ai envie de dire que c'est beaucoup sous ce thème-là, notre émission d'aujourd'hui, à quel point on a besoin que nos employeurs, nos équipes, tous nos employés soient le plus humains possible et le plus empathiques possible. En attendant que vous commenciez ce premier épisode, je vous invite évidemment à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, à aller sur notre site web alliancect.ca pour ne manquer aucune des activités qu'on fait. Et puis, en attendant, bonne écoute. C'est tout ce qu'il nous reste à dire, hein? Bonne écoute! Chaque personne a son histoire, ses défis, ses espoirs. Derrière chaque CV, un monde à explorer. Ligne de vie. Wassila, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous au balado. Merci. Ça nous fait plaisir de t'accueillir, même si tu n'es pas toujours... tu n'es jamais bien loin de nous en étant dans les mêmes bureaux. Aujourd'hui, on avait envie de te recevoir pour parler des obstacles invisibles à l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a instauré une petite tradition dans le cadre des épisodes du balado. Donc, tu ne feras pas exception. On a fait notre petite enquête avant la journée d'aujourd'hui pour connaître ta date d'anniversaire. Mm-hmm. Et à partir de cette information-là, avec ton prénom et la fonction que tu occupes aussi chez Alliance Carrière-Travail, on t'a créé un archétype professionnel. Et je dis « on », mais c'est pas nous qui l'avons créé. En fait, c'est l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu as envie de te prêter au jeu, en fait, pour voir si l'intelligence artificielle a eu raison dans la définition de la personne que tu es sur le plan professionnel? Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle a dit. Ouais. Alors, je t'en fais la lecture, puis après, tu nous dis si ça résonne quelque chose en toi. Donc, Wassila, on dit de toi que tu es la catalyseur de potentiel. Donc, tu incarnes la chaleur, la force et la bienveillance via ton signe astrologique qui est le lion. Ça dit aussi que tu rayonnes d'une énergie mobilisatrice qui pousse les autres à croire en eux-mêmes. Conseillère intuitive et stratégique, tu aides les chercheurs d'emploi à reconnecter avec leur potentiel, à nommer leurs forces et à transformer leurs doutes en moteurs d'action.
Tu es doté d'un instinct naturel pour l'orientation et agis comme un pont entre les talents cachés et les opportunités réelles. Tu vois ce que les autres peinent à nommer, les compétences transférables, les freins invisibles, la valeur de l'expérience humaine et transformes en levier concret d'intégration. Ça me ressemble tellement que je pense que je vais la mettre en cadre. Oui, tu vas l'encadrer dans un bureau. Oui, c'est ça. On va te la laisser justement après. Tu pourras repartir avec Ouais. Tu te reconnais? Y a-t-il des mots-clés là-dedans qui t'ont parlé plus que d'autres? Quelque chose qui t'a marqué davantage dans la description? Dans le fond, tout m'a marqué. Ça me ressemble énormément. Okay. Ça vient me chercher. C'est tout à fait moi. Si en même temps, je peux résumer un peu les forces clés qui ressortent de ça, on a le leadership bienveillant, l'écoute stratégique, la vision claire et la création de liens. Et je pense que ça ressortait vraiment beaucoup. Ouais. Et je pense que si on demandait aux collègues ici, chez Alliance Carrière Travail, je pense que ça serait la chose qui serait en numéro 1, la création des liens. Autant entre les clients, autant entre le fait que tu sois aussi dans les différents dossiers des différents conseillers aussi, je pense que ça... Justement, parce que non seulement je travaille aussi avec différentes équipes, une équipe interdisciplinaire, je dirais, chacun sa vision, chacun qu'est-ce qu'il fait comme travail. Donc, je pense que j'ai réussi à instaurer des liens et tisser des liens, malgré que ça fait pas longtemps que j'occupe mon poste, mais je me sens tellement à l'aise avec tout le monde, que ce soit les intervenants, les conseillers, conseillères ou les participants. Donc, ouais. Mais je pense que c'est ça, tu as une facilité, mais tu as un intérêt aussi. En tout cas, c'est ce que je ressens dans ta personnalité. Je pense que tu es curieuse de nature, tu as envie de t'intéresser à l'être humain, mais à tous les sujets d'actualité, les enjeux. Je sens que tu as une grande curiosité. Oui, curiosité et beaucoup d'engagement. Donc, j'aime m'engager de ce que je fais. Quand quelque chose m'inspire, je m'engage à 1000%. Je ne fais pas les choses à part. Mon travail, c'est une passion. C'est plus qu'un travail, mais c'est plus une passion. Puis je pense que tu crois beaucoup en notre clientèle, mais avant d'en parler, que c'est vraiment un outil important, aujourd'hui, on parle d'obstacles invisibles à l'emploi. Qu'est-ce que c'est que ça, des obstacles invisibles à l'emploi? Dans le fond, nous, on reçoit une clientèle qui se sent rejetée par la société. S'il vient frapper à notre porte, c'est qu'à la base, il se sent rejeté, il y a de la frustration, il y a du désarroi dans certains participants, etc. Donc, il attend de nous beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Il faut qu'on soit très attentive, même si des fois, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais la personne, pour qu'il se sente plus en confiance avec nous, on doit l'écouter. On doit écouter c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs professionnels. Parce que des fois, oui, c'est vrai, ce sont des objectifs qui ne sont pas, je dirais, réalisables, mais il y a 1000 façons de faire comprendre à la personne que cet objectif n'est pas réalisable et qu'on peut le dérouter vers autre chose. Mais il y a des obstacles qui sont vraiment invisibles sur le marché de l'emploi, comme la barrière de la langue. Ça, on le voit beaucoup ici au Québec. C'est très important que la personne parle le français. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont unilingues ou parlent que juste l'anglais. Donc là, c'est vraiment une grosse barrière. On a des personnes qui ont des handicaps, je dirais, personnels. Ils ont eu déjà un vécu et, par exemple, une mauvaise expérience avec un employeur et ça développe beaucoup d'anxiété chez eux. Donc, ils ont peur d'aller chercher autre chose. Ça aussi, c'est invisible. Certains, on les a même placés en emploi. Après une semaine, il a peur d'aller travailler. Il dit que j'ai peur, je ne me sens pas bien. Donc, ça se voit avec le temps. Aussi, il y a des obstacles tels que le transport. Par exemple, ici, en Montérégie, on a un problème de transport. C'est vrai que pour aller travailler à Montréal ou de Montréal travailler ici, c'est plus fluide. Mais de travailler ici, dans la région, mettons, si je veux aller travailler de Brossard à Châteauguay, ça va être un problème si je ne suis pas véhiculée. Il y a aussi d'autres obstacles interculturels. Donc, on a aussi une clientèle qui est immigrante. Et je ne dis pas que c'est complètement différent de là où ils viennent, mais le marché de travail québécois est
a ses propres exigences. Donc, les personnes, quand ils viennent, ils ont du mal à comprendre c'est quoi ces attentes des employeurs et ils prennent du temps à changer de lunettes. Donc, pour changer l'angle de vision, etc. Donc, tout ça, ce sont des barrières qu'on voit et qu'on remarque et que ça ne se reflète pas sur le CV. Non, c'est ça. Ça ne se voit pas. Mais j'écoute tous les exemples que tu donnes, puis ça m'amène à réfléchir à la chose suivante, c'est que j'ai l'impression que les obstacles invisibles sont, en tout cas en grande majorité, de par tes exemples, des obstacles sur lesquels on a très peu de contrôle. Tu sais, exemple, un diplôme, on peut s'inscrire, aller à l'école, aller chercher une qualification, mais tu sais, si on a, exemple, un enjeu de santé mentale, un enjeu de transport, un enjeu de... on a peu de contrôle sur ce genre d'enjeux ou d'obstacles-là. Donc, comment on fait pour... pour manœuvrer, puis quand même se mettre en mode démarche de recherche d'emploi quand on fait face. Parce que des fois, on a un, mais des fois, on a plusieurs obstacles aussi invisibles à l'emploi. Là, fait que ça devient encore plus difficile de faire face à ça. C'est d'où vient l'importance du rôle du conseiller en développement de carrière. Parce que c'est bien facile d'aller faire son CV à partir de l'IA, mettant de l'intelligence artificielle, d'aller chercher de l'emploi, etc. Il y a des sites pour ça, il y a des plateformes, on comprend. Mais le rôle d'un conseiller ou d'une conseillère va au-delà du CV. C'est une préparation pour la personne au marché de travail, de un. Deuxièmement, nous, on travaille en étroite collaboration avec des partenaires. Si le conseiller ou la conseillère va observer des obstacles, mettons du transport, donc il va faire plus de recherches avec le participant. Si c'est lié à la santé mentale, donc on va les aiguiller vers les organismes spécialisés en ça. Donc, c'est vrai que de chercher de l'emploi, c'est bien de le faire par moi-même. Mais des fois, dans certains cas, je dirais la plupart des cas actuellement, parce que le marché du travail a beaucoup changé, l'approche d'un conseiller ou d'une conseillère est complètement différente à ce qu'une personne cherche toute seule le travail. C'est complètement différent. Il y a des choses aussi que la personne n'observe pas en elle et n'est même pas consciente que ce sont des obstacles qu'elle porte en elle parce qu'elle va nous dire j'ai envoyé 20 CV par jour, je n'ai pas été appelée. Oui, d'accord, mais est-ce que le CV je dirais dans les normes des CV actuels, est-ce que vous avez déposé des mots-clés en rapport avec l'offre d'emploi? Est-ce que cette offre d'emploi, à la base, vous correspond? Est-ce qu'elle correspond à vos compétences, vos aptitudes? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à aller chercher? Donc, c'est là où vient notre rôle pour essayer d'alléger ces obstacles. C'est un peu ce que j'allais te demander. Est-ce que les participants, les usagers, puis même, j'ai envie de dire même les employeurs, mais est-ce qu'ils sont capables d'identifier ces obstacles-là eux-mêmes? Est-ce que, justement, là, tu as parlé du CV, puis des fois, je sais qu'ils nous arrivent en nous disant « Ah, ben ça fonctionne pas, j'ai envoyé plein de CV, puis on sait qu'il y a plein d'autres obstacles. » Mais est-ce qu'ils sont capables de les identifier? Est-ce que les employeurs les voient aussi, que des fois, ils mettent des obstacles invisibles à nos participants, aux participants? Non. Justement, la plupart, je dirais 90%, les participants ne sont pas conscients de leurs obstacles et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore toujours trouvé du travail. Donc, c'est là où intervient l'intervenant ou le conseiller ou la conseillère pour aller décortiquer ces obstacles en premier, ensuite mettre un plan de travail ensemble. Ça peut durer entre 3 mois à 6 mois, ça dépend du participant, ça dépend des obstacles aussi du participant. Donc, ça, le conseiller va élaborer, après avoir fait une évaluation des besoins du participant. Donc là, il va élaborer un plan d'action. Donc, c'est très structuré ce qu'on va faire avec lui et ça change en fonction de l'évolution de son parcours. Parce qu'il y a des choses qui vont apparaître au début et d'autres non. Donc, c'est tout en avançant dans le parcours qu'on va le remarquer. Mais les employeurs aussi créent
créer des obstacles sans en faire attention. Mettons, si une entreprise va aller faire une affiche ou une offre d'emploi pour quelqu'un qui fait le ménage, dans l'entretien ménager. Avoir un secondaire 5 pour l'entretien ménager, c'est quasiment impossible de l'avoir actuellement. Parce que s'il a un secondaire 5, il va vouloir prendre autre chose que de faire le ménage. Donc, l'employeur se prive de candidatures qui pourraient être super intéressantes parce qu'il met des barrières là où il n'y a pas nécessairement raison d'en mettre, finalement. Exactement. Il y a aussi, il y a la deuxième des choses, c'est qu'il faut postuler sur un site. Certains ne sont pas... ils n'ont pas cette fluidité avec l'outil informatique. Donc, ils sont toujours à cette étape où je dois aller mener mon CV directement, mettant chez un commerçant ou quelque chose. Il va aller lui demander de postuler en ligne. Mais cette personne des fois, n'a pas de PC, n'a pas d'Internet et ne sait pas manipuler. Donc, ça, c'est un petit peu discriminatoire pour la personne. Il y a aussi, beaucoup d'entreprises utilisent le système ATS. Et le système ATS, en fait, on parle avec un robot. Donc, le côté humain est pratiquement ou quasiment éliminé. Donc, et crois-moi, les employeurs passent à côté de très, très belles graines, nouvelles fleurs, je dirais, qu'ils peuvent mettre sur leur jardin. Je pense que si on pouvait revenir, pas à 100%, mais faire de la place. Faire de la place, cas, ouais. exactement, à une catégorie. Je pense que plusieurs trouveront une belle place. Ouais. Tu sais, je pense qu'au début de l'émission, tu as nommé quelque chose, puis même là, tu viens de le renommer, mais tu as parlé d'empathie, tu as parlé de ne pas être face à des robots, mais face à des êtres humains. Exactement. Il y a quelque chose là-dedans, pour moi, qui apparaît super clair, que c'est comme vraiment un des outils, surtout quand on fait face à cette grosse structure-là. Tu sais, on le sait, là, on est face à avoir un secondaire 5, c'est tellement... On est tout le temps là-dedans, on est tout le temps en train de dire, ben c'est la base, alors que, comme Caroline a dit, on se prive de certains profils qui feraient totalement le travail. Mais ça m'amène aussi à penser comment on aborde aussi ces obstacles-là avec la clientèle. Quand on doit faire, j'imagine, preuve d'une grande forme d'empathie et surtout de grande douceur aussi, là, pour leur montrer leurs obstacles, là, j'imagine. Ben, certains, on les conseille de retourner chercher les compétences qui leur manquent, mais aussi vient notre rôle. Moi, comme conseillère en liaison candidat-employeur, donc j'essaie mais j'essaie de vendre ce CV à l'employeur du maximum où je peux. Donc, parce que moi, je connais le participant. Je peux lui témoigner de son assiduité, je peux lui témoigner de son engagement, de sa volonté. Donc, des fois, nous, comme conseillers, on peut échanger les choses. Donc, tu deviens un peu comme une référence pré-entrevue. Exactement. Donc, on appelle, on envoie des courriels, on essaie. Et il y a des employeurs qui nous font confiance, qui font confiance à notre expertise, etc. Et même nous, on a cette conscience de référer des participants qui sont prêts à l'emploi. Donc, si une personne que je sens qu'elle n'est pas encore prête à l'emploi, c'est certain qu'on ne va pas la référer à l'employeur. Et c'est là, il y a beaucoup d'employeurs qui font beaucoup l'exception. Donc, ils vérifient le CV, ils font les entrevues et ça marche. Ouais. Il faut juste croire à son participant. Ben, on apprend aux participants à croire déjà en lui-même. Mais nous-mêmes, en tant que conseillers, on croit aux participants. Ben, c'est super important, honnêtement. Tu es en train de nommer quelque chose de vraiment important. À partir du moment où il y a une personne qui croit en toi, c'est le début du chemin qui se trace. Puis comme je disais, c'est ça, vous devenez la référence qui va permettre, puis ça augmente le niveau de confiance de la personne après, parce que le fait que tu aies fait une première démarche pour aller vers un employeur qui va donner une chance à la personne de venir en entrevue, de faire ses preuves, ça doit jouer énormément sur l'estime, la confiance en soi de ces gens-là qui sont en situation de vulnérabilité. Oui. Ils n'ont pas d'emploi. Pour certaines personnes, c'est urgent. Là, c'est un besoin alimentaire. Ils ont besoin de cet emploi-là. Fait que je pense que vraiment, c'est une ressource qui est indispensable pour ces gens-là.
Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Moi, toujours, je dis sensibiliser les employeurs, effectivement. Mais moi, toujours, je dis aux participants, tu étais une seule main. Ensuite, il y a eu un conseiller ou une conseillère, donc c'est 2 mains. Ensuite, moi, comme la 3e conseillère, ou des fois même on est 4, ça dépend du cas. Donc, je dis toujours, avant, c'était ton projet, mais là, actuellement, nous sommes tous dans le projet. Et ta réussite, c'est la nôtre. Donc, il faut toujours croire et les pousser vers le positif. Parce que certains, quand ils ne sont pas au marché du travail, il y a aussi une coupure sociale. Donc, c'est pas juste. Ouais, il y a l'isolement, il y a une coupure, il y a certains qui sont en détresse, qui sont en dépression, voire même ils frôlent une dépression. Donc, souvent, on est un soutien moral aussi pour eux. Et voilà. Donc, des fois, un simple sourire peut changer les choses. As-tu des exemples peut-être de gens que tu as accompagnés, de souvenirs d'accompagnement que tu as donné qui t'ont rendu fière particulièrement? Oui, pas nécessairement par le résultat, des fois juste par le parcours, d'avoir vu une personne évoluer dans son cheminement qu'elle a fait avec toi. Ou... Oui, j'en ai eu certains que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient plus sur le marché de travail, ça a été très difficile pour eux. Et à chaque fois qu'ils venaient, elle me disait ça va pas marcher, je suis fatiguée. Et moi, je disais non, il faut que tu crois en toi. Demain, je veux que tu viennes habillée comme si tu partais pour une entrevue. Je lui donnais confiance en elle. Et à un certain moment, on a même tissé des liens. C'était plus dans le cadre du travail, mais des fois, on se partageait des trucs pour rigoler, etc. Donc, on essayait de rendre l'atmosphère très agréable. Et on était à sa fin de son parcours. C'est le dernier jour, elle m'a dit, on est en fin de parcours. J'ai dit, c'est fin dans les papiers, mais pas pour moi. Dans les documents, dans le système, c'est fini, mais pas pour moi, d'accord? Et le lendemain, il y avait un employeur qui m'a contacté pour son profil. Là, je l'ai appelée. Actuellement, elle est en emploi. Elle est très épanouie. Elle est contente. Et ça me fait plaisir de voir ça. Tout le monde va vouloir aller la rencontrer. Oui, hein? Belle réussite. Non, mais c'est pas toujours la réussite, mais c'est inspirant, en fait. Ça démontre à quel point, justement, tu as de l'empathie puis de l'engagement beaucoup aussi envers... Surtout de t'entendre parler comme ça de la clientèle. Oui. Certains aussi, je parle leur langue. Et parler une langue d'une personne et parler une langue qui est le français ici ou l'anglais, ça dépend, c'est pas pareil parce qu'il y a des choses qui se disent qu'on peut pas traduire dans une autre langue. Il y a des mots que je peux pas traduire. Donc, ça crée beaucoup je dirais, de aisance. La personne est plus à l'aise. La personne n'a pas peur de me dire les choses qu'elle ressent. Donc, ça, je pense que ça rajoute quelque chose dans ça amène la relation. De la proximité aussi, c'est ça. Oui. Tu te sens plus près de la personne. Puis peut-être, j'irais aussi même à dire que ça peut, j'imagine, faciliter un certain lien de confiance aussi, tu sais, quand tu as plus de proximité avec quelqu'un. Puis outre la langue que tu partages parfois avec certaines personnes que tu rencontres, le lien de confiance est primordial aussi quand tu veux accompagner ces gens-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de... Par rapport au lien? Oui. L'importance que toi, t'accordes à ce lien de confiance-là avec... Moi, c'est très important parce que si j'arrive à instaurer un lien de confiance, à tisser un bon lien entre moi et le participant, parce que des fois, le participant, il part sur un chemin, mais nous, comme conseillers et conseillères, on sait très bien que ce chemin ne va pas mener au point initial qu'il cherche. Donc, nous, dans notre tête, il y a toujours un plan A, il y a un plan B et un plan C, d'accord? Donc, si je n'ai pas de lien de confiance entre moi et le participant, comment je peux le conseiller? Comment il va m'écouter? Comment il va prendre en considération ce que je suis en train de lui conseiller? Donc, c'est pas parce que je parle la langue de la personne, parce que là, je rencontre aussi des Québécois avec un accent québécois. J'apprends d'eux aussi. Des fois, comment tu as dit ça? OK, ça veut dire quoi? OK, j'apprends, etc. Donc, tout ça, ça crée un lien, mais surtout la transparence avec le participant. C'est de ne pas le faire rêver
sur quelque chose qui n'est pas réalisable. C'est d'être très transparente avec lui, tout en étant très euphémiste, très diplomate, choisir le bon moment pour dire les choses, parce que aussi, c'est de lui dire tout au début, alors qu'il est déjà dans le désarroi total, à la recherche d'emploi, ça en fait trop. Je trouve que ça en fait trop. Donc, tout doucement, jusqu'à le mener au chemin qui est le plus facile et le plus accessible et, pour lui. Donc, c'est très important, oui. Donc, mais ça se construit, la confiance, ça se construit. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Non, ça se construit. Non, exact. Je suis un peu fascinée de vous entendre à travers les échanges. On sait qu'on est dans une vague depuis quelques années, que même en management, on parle beaucoup du savoir-être, l'intelligence émotionnelle, tous les types d'intelligence autres que nos diplômes et compagnie. Mais je vois à quel point, mon Dieu, est-ce que sur le terrain, c'est vraiment cette réalité-là? On en parle pour les gens qui font du management. Est-ce qu'ils recrutent vraiment en regardant le savoir-être? Tu sais, là, au fil de nos discussions, je suis comme, ouais, on a encore un bon travail à faire à ce niveau-là, là, d'aller au-delà du savoir-faire, des savoirs techniques. On est face à un marché de travail où l'employeur, au moment de l'entrevue, ne prend pas juste en considération les compétences liées au poste, mais le savoir-être aussi. Je dirais même à 60%, maintenant, on est dans le savoir-être parce que toutes les compétences peuvent être acquises ou il y a des formations, il y a des mises à jour, etc. Mais les employeurs, ils donnent beaucoup d'attention sur le savoir-être. Donc, beaucoup de personnes ont cet obstacle, ont ce manque, je dirais, du savoir-être. C'est pas voulu, mais c'est la vie qui en a fait ainsi, son parcours professionnel. Aussi, c'est des fois la culture, oui. Et généralement, c'est la culture. Et pas le même savoir-être. Exactement. C'est toujours d'où vient l'importance des conseillers et conseillères. Donc, on travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur le savoir-être, les choses qu'on peut faire, les choses qu'on ne peut pas faire. On parle beaucoup de communication, de collaboration, la flexibilité, l'adaptation. Donc, on est plus... les gens, ils croient que le fait qu'on travaille dans un organisme d'employabilité, on est en train d'ouvrir le PC et de chercher des offres d'emploi un petit peu partout. Non, pas du tout. Moi, dans mon rôle, je suis comme le Cupidon dans le marché de travail. Les conseillers, conseillères, ils sont assis en train de travailler sur je dirais des attitudes sur le savoir-être, sur comment dire les choses, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, c'est un travail pour préparer quelqu'un pour le marché de travail. C'est tout un travail qui se fait dans les coulisses que les employeurs ne voient pas. Les employeurs ne voient pas. Ils voient juste que le participant est prêt au marché de travail, mais il y a un gros travail qui se fait derrière. Bien, c'est intéressant parce que ta question m'a fait me questionner aussi. Fait que je suis contente d'entendre la réponse. Puis ce que j'en retiens, en fait, c'est que les employeurs ont tout intérêt à bénéficier des services qu'on offre aux gens qu'on prépare parce que finalement, ça devient un atout de plus en plus priorisé, je pourrais dire, dans une sélection d'un candidat pour un poste. Fait que si nous, on est là en amont, je dis nous, toi et les conseillers, parce que moi, j'en fais pas nécessairement partie, mais si vous êtes là pour les préparer à ça, c'est que ça permet non seulement à la personne de se qualifier pour passer l'entrevue, d'être sélectionné, mais c'est aussi dans un aspect à plus long terme aussi de maintenir, d'intégrer et de maintenir cet emploi-là dans le long terme. Tout le monde est gagnant là-dedans. Le chercheur d'emploi est gagnant, puis l'employeur aussi, parce qu'il n'y a pas à recommencer un processus dans 6 mois parce qu'il se rend compte que finalement, ça ne fonctionne pas. Fait que ce travail-là de coulisses, il est très important. Là. Exactement. Le maintien, nous, le but, c'est de le référer vers un emploi, mais aussi, c'est le maintien en emploi parce que l'objectif, c'est le maintien en emploi. Et d'ailleurs, on a ce programme aussi, le maintien en emploi qu'on fait aussi.
ça change. Référer un participant à qui il a suivi tout le processus de recherche d'emploi et tous les programmes, il a bénéficié de nos programmes, ça n'a rien à voir avec une personne qui a postulé et qu'il a été sélectionné. Rien à voir, parce que nous, on est aussi en contact avec les employeurs. Donc, on connaît vraiment les besoins. Parce qu'on parle avec le RH, il dit, voilà, j'ai besoin de tel, je souhaite que vous preniez en considération que c'est très important pour moi, mettons, qu'il sache compter, qu'il a je dirais, des notions et des bases en maths, mettons, pour certaines professions, etc. Donc, nous, quand même, ça fait 3 mois, 6 mois qu'on travaille avec le participant. On connaît je dirais, les compétences et les lacunes du participant. Mhm. Donc, on est autant transparent avec l'employeur pour lui dire, voilà ses points forts, mais il a aussi ses points faibles. Est-ce que tu es prêt à, je dirais, faire de l'exception ou mettre un petit peu du cœur investir, mettre un petit peu de cœur pour lui donner le temps de s'adapter ou d'aller chercher ses compétences. Mhm. Donc, ça n'a rien à voir. On leur fait aussi gagner beaucoup de temps parce que c'est des candidats qui sont présélectionnés pour des entrevues. On prépare aussi le candidat à l'entrevue. Ensuite, il y a un suivi. Est-ce qu'il a été placé? Est-ce que ça va? Et des fois même, on va même avec le participant à l'entrevue parce que la personne n'a pas de transport. Donc, n'a pas comment partir. Elle ne connaît pas la région. Peut-être que c'est un nouveau arrivant, il ne connaît pas la région. Ou peut-être qu'il vient tout juste de déménager. Donc, on va avec lui, on lui explique comment que ça se passe, etc. Et quand la personne, elle est recrutée, ben, l'employeur, il va demander le numéro de NAS, de chèque void, etc. Certains ne connaissent pas. Certains n'ont pas de photocopie, n'ont pas de scanner, etc. Donc, nous, on les appuie dans tout leur processus. Mhm. Et après, on fait un suivi. Après 3 mois, les conseillers et conseillères font un suivi. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu sens que tu as besoin de nous pour renforcer d'autres choses? Donc, oui, c'est un accompagnement individuel qu'on fait, très personnalisé et il s'adapte en fonction du cas de la personne. Mhm. Mhm. Mais un grand travail de coulisses, hein? C'est ce Ouais. que tu disais tantôt. Ouais. C'est ça. C'est mon ce Dieu. c'est ce que je retiens, mon Dieu. Ouais. Oui, ben j'ai envie, en fait, de terminer un peu là-dessus. Les employeurs, si on avait un message à leur dire aussi, on leur dirait quoi? Parce que là, tu nous as un peu... on a un peu commencé, en fait, là, en disant aussi soyez ouverts et tout Oui. ça, et empathiques, mais un peu plus, comment les encourager à aller vers des profils qui sont peut-être dits atypiques pour eux, là? Moi, je dirais, il y a eu dans ces 10 dernières années un cadre qui a été instauré pour le recrutement. Et si on sortait un petit peu du cadre et soyons plus humains, cherchez de l'humain. Mm. Je comprends que vous devez chercher des compétences, mais voyez plus l'humain. Parce que c'est un humain, c'est pas un robot où on va le programmer pour qu'il fasse ça à telle heure, à tel jour, etc. Donc, ayez un regard plus humain dans le recrutement. Je pense que quand on donne la chance à quelqu'un, on peut Oui. voir des belles choses, Oui, du temps à quelqu'un aussi. On peut énormément, pouvoir grandir. énormément. Puis on doit tellement, en tout cas moi, si je me mets dans la peau d'un employeur qui laisse une chance à Mhm. quelqu'un, puis qui se laisse surprendre par les qualités de cette personne-là, par son Mhm. savoir-être justement aussi, Mhm. je ne peux pas m'imaginer qu'un employeur ne puisse pas se sentir fier Exact. d'avoir osé faire ce pas-là en avant, d'avoir osé donner une chance puis de dire « Hey, cette personne-là fait partie de mon équipe maintenant. Exactement. Je lui ai donné une chance, Mhm, mais mhm, maintenant, c'est moi qui ai la chance d'avoir cette Exactement. personne-là dans mon équipe. Exactement. Tu sais? Et surtout, c'est de garantir aussi le maintien en emploi. Parce que la personne, si on lui donne une chance, et elle se sent bien, elle se sent à l'aise, je ne vois pas pourquoi elle va aller chercher ailleurs. Mhm. Et généralement, ce genre de participants, quand ils sont tellement, ils sont restés tellement longtemps sans travail, que le jour où ils vont trouver un emploi, ils s'attachent tellement, ils sont tellement contents et fiers d'eux. Il y a une grande Il y a une fidélité, grande loyauté. fidélité. Oui, Ben oui. certains, on a eu un participant où il sortait d'un deuil, il a perdu un être très cher, donc
on cherchait de l'emploi pour lui pendant peut-être 5 mois ou 6 mois, mais on n'arrivait pas à trouver quelque chose. Il avait un super beau profil. Là, dès qu'il a perdu cette personne, je dirais 15 jours, 20, non, voire un mois après, il a trouvé l'emploi. Ça l'a aidé pour surmonter son deuil. Donc, l'emploi est primordial pour n'importe quel être. Pour n'importe quel être, pour n'importe quelle personne, l'emploi est primordial. Ça lui permet d'avoir une vie socio-professionnelle, d'avoir un équilibre, oui, financier, moral, tout. C'est toute une vie, oui. Mon Dieu, que c'est intéressant. Oui. Merci tellement, Wassila. Merci Puis à vous j'ai peut-être envie de conclure. On t'a demandé de donner peut-être un conseil aux employeurs. Peut-être de nous, on voudrait peut-être te donner un conseil, en fait. Okay. Encore une fois, basé sur un conseil que nous a concocté l'intelligence artificielle. Yeah, okay. On finit avec cette petite note juste pour toi aujourd'hui. Merci. Donc, n'oublie pas que ta lumière éclaire, mais qu'elle peut aussi éblouir. Laisse aux autres le temps d'apprivoiser leur propre éclat. Guide-les avec patience, même quand tu vois déjà le chemin qu'ils ne perçoivent pas encore. Ça en dit beaucoup. Oui, bien, en fait, je pense que tu es une personne, en tout cas, très inspirante, très lumineuse. Merci. Je pense que tu accordes beaucoup de temps, d'énergie. Tu consacres aussi beaucoup de ton être personnel, je pense aussi, pour faire en sorte que les gens que tu accompagnes puissent s'épanouir, sentir qu'ils évoluent puis qu'ils vont dans la bonne direction. Fait que merci pour tout ce que tu fais. Puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous deux. En tout cas, moi, le participant, avant de lire le dossier, je vois le participant avec mes yeux et mon cœur. Donc, je ne porte aucun jugement. Après, oui, c'est certain que je vais lire ses antécédents, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier, mais c'est mes yeux et mon cœur qui vont... C'est eux qui vont juger, c'est pas ce qui est écrit. Ça se voit. Au nom des participants, merci. Merci à vous deux. Ça a été vraiment un plaisir de participer avec vous. Magnifique. J'aimerais bien revenir. On garde ça en tête. Merci. Bon. Merci beaucoup.